Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans les titres de ce 13h. Le départ du président Alassane Ouattara pour l'Égypte, il va prendre part au Forum Africa 2017 qui s'ouvre ce jeudi pour prendre fin samedi. C'est une importante rencontre portant sur l'investissement en Afrique. Mais avant son départ, le chef de l'État a présidé hier le Conseil des ministres. Décision importante, l'adoption de 2 décrets relatifs à l'importation et à l'exploitation des véhicules importés. Et ce 7 décembre, c'est l'anniversaire du décès de Félix Houphouët-Boigny. C'est le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne qui a consacré toute sa vie à la paix. Tout d'abord, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce matin pour l'Égypte. Il va prendre part au sommet Africa 2017 qui s'ouvre ce jeudi dans le pays. La rencontre réunira des chefs d'État, des hommes d'affaires, des responsables d'institutions financières africaines. Objectif, promouvoir le commerce et les investissements sur le continent africain. Ce sera aussi l'occasion de promouvoir l'environnement des affaires en Afrique en mettant l'accent sur le rôle du secteur privé. En marge de ce forum, le chef de l'État aura des entretiens avec son homologue égyptien ainsi qu'avec de nombreuses personnalités. Le président de la République se rendra ensuite à Paris pour participer au sommet sur la planète organisé à l'initiative de la France. Ce sommet vise à évaluer la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat, notamment la mobilisation des financements privés et publics promis lors de la COP21 à Paris en 2015. Le chef de l'État va regagner Abidjan le mercredi 13 décembre 2017. Et notre reporter Jérôme Kofi Abolin revient plus en détail sur ce sommet, le Forum égyptien Africa 2017. Il faut dire que de plus en plus, l'investissement privé est encouragé ici même en Côte d'Ivoire. Regardez. Africa 2017, une rencontre qui se veut un événement des plus attendus à Sharm el-Cheikh, cette cité balnéaire en Égypte. Il s'agit d'un forum égyptien et non d'un sommet Égypte-Afrique comme c'est bien le cas avec la Chine ou le Japon. Cette rencontre qui va se dérouler en 3 jours, précisément les 7, 8 et 9 décembre 2017, vise à faire la promotion du commerce et des investissements sur le continent. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement et autres décideurs ou dirigeants des institutions telles la BAD et Afreximbank y seront présents. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, en fait partie. Son arrivée à ce rendez-vous est prévue le jeudi 7 décembre. On s'accorde à dire dans l'entourage du président égyptien que c'est l'occasion inégalée de réunir les bâtisseurs de l'avenir de l'Afrique censés faire progresser des projets transformateurs. Les travaux porteront pour l'essentiel sur les moyens de libérer le potentiel du continent en matière de promotion des échanges intra-africains. Africa 2017 en sera à sa 2e édition après celle de 2016. Mais en guise de rappel, une rencontre similaire avait été initiée 1 an avant la première édition par le président Abdel Fattah al-Sisi dans le cadre de la nouvelle stratégie africaine de l'Égypte. L'objectif du chef de l'État égyptien étant de renforcer l'engagement de son pays à améliorer sa politique d'intégration économique et culturelle en Afrique. Et voilà, le chef de l'État a quitté Abidjan ce matin pour prendre part au sommet Africa 2017 en Égypte. Mais avant son départ hier, il a présidé un conseil des ministres. Le conseil s'est félicité de la réussite du sommet Union européenne-Union africaine tenu les 29 et 30 novembre dernier à Abidjan. Le compte-rendu de Viviane Aimé. Stand ovation des ministres pour accueillir le président de la République Alassane Ouattara ce mercredi dans la salle du Conseil. Le défi de ce 5e sommet Union européenne-Union africaine, organisé en terre ivoirienne les 29 et 30 novembre dernier, a été relevé. La Côte d'Ivoire a bel et bien assuré. Même les plus grands dirigeants de l'Europe ont effectué le déplacement. Angela Merkel, la chancelière allemande, Emmanuel Macron, le chef de l'État français, ainsi que tous les autres chefs d'État européens. Étaient présents de même les chefs d'État africains. Maître d'œuvre de cette belle réussite qui honore la Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara.
Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et l'ensemble des ministres ont chargé le vice-président Daniel Kablan-Duncan de traduire au chef de l'État leurs félicitations et leur admiration pour ce coup de maître. Monsieur le Président de la République, vous avez bien voulu me désigner en son temps, quand j'étais Premier ministre, d'aller donc à Bruxelles. En 2014, participer donc au sommet, le même sommet qui s'est tenu en 2014 à Bruxelles. J'ai regardé le nombre de chefs d'État et de gouvernement qui étaient là-bas. Sauf erreur de ma part, il n'y en a pas eu autant qu'à Abidjan. Et ça, c'est dû à votre savoir-faire et votre cadet d'adresse. Mais ça dépend de votre aura que vous avez. Et je crois que c'est ça qui a fait bouger les choses à ce niveau. Et nous avons noté dans le cadre des réunions cette complicité extraordinaire que vous avez avec les uns les autres. C'est la même chose qui s'est passée au niveau de l'Union européenne. Tous les responsables de l'Union européenne ont fait le déplacement d'Abidjan. Et ça, je crois que c'est quelque chose donc de particulièrement important à noter. Et je voudrais en terminant vous dire à quel point nous avons une grande admiration pour vous et pour le travail important que vous menez pour la Côte d'Ivoire. On le note pour les changements qui ont donc été accomplis dans ce pays. Je voudrais me permettre à nouveau que vous restiez assis, si vous permettez, Monsieur le Président, que nous levons pour faire le dernier banc spécial à votre honneur. Voilà. Voilà. À son tour, le président de la République a adressé ses remerciements et ses félicitations à tous les participants au sommet ainsi qu'au comité d'organisation, aux forces de sécurité et au peuple ivoirien. Le 29 et 30 novembre dernier, notre pays a abrité le 5e sommet Union européenne-Union africaine. Cette rencontre a vu la participation de plus de 80 chefs d'État et de gouvernement et qui se sont réunis autour du thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Et je crois qu'on peut le dire sans embâche, ce sommet a été un succès à tout point de vue et c'est grâce à vous, à chacun de vous, à tous les Ivoiriens, et nous en sommes très, 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 très fiers. Bravo, bravo, bravo. Mais ce sommet a non seulement démontré notre capacité d'organisation, mais il a également été l'occasion de définir les fondements d'une nouvelle relation entre l'Union africaine et l'Union européenne et entre les pays des deux continents. Il a permis de prendre des décisions et des engagements importants en faveur de la jeunesse dans les domaines de l'accès à l'éducation, de la paix, la sécurité, la gouvernance, les investissements, la migration et la mobilité. Nos travaux ont ainsi abouti à une déclaration consensuelle, ce qui n'est pas chose facile, qui reflète la richesse du partenariat entre les deux continents. Je voudrais donc dire toute ma reconnaissance de manière la plus solennelle à tous les chefs d'État et de gouvernement, ainsi qu'aux présidents des commissions de l'Union africaine et de l'Union européenne pour leur participation à nos travaux et pour leur importante contribution. Et je voudrais citer tout particulièrement le président de l'Union africaine, le professeur Alpha Condé, le président de la République de Guinée, et le président du Conseil européen, Donald Tusk. Je voudrais remercier et féliciter tous ceux qui ont contribué au succès de cet important événement, un signe supplémentaire du retour de la Côte d'Ivoire sur le plan international. Je félicite tout particulièrement l'équipe nationale de l'organisation du sommet, avec à sa tête Monsieur le vice-président. Monsieur le vice-président, bravo. Comme vous le savez, le vice-président était le président du comité d'orientation et d'impulsion. Monsieur le Premier ministre, vice-président du comité d'orientation et d'impulsion, le ministre des Affaires étrangères, qui est malheureusement absent en mission, président du comité de pilotage, le président du comité technique ainsi que les 15 commissions que je me dois de citer pour dire notre appréciation. Il y avait donc la commission technique restauration,
la commission protocole et accueil, la commission hébergement et réservation des salles, la commission santé, la commission technique sécurité, la commission technique transport, la commission budget et finances, la commission relations presse et TIC, la commission traduction interprétation, la commission salubrité. Toutes ces commissions sont des commissions techniques bien sûr, la commission promotion de l'image de la Côte d'Ivoire, la commission logistique, la commission programme des conjoints, la commission forum des jeunes et la commission forum des affaires. Bravo à chacune et à chacun des responsables de cette commission. Et bien sûr à tous les membres et tous ceux qui ont travaillé à l'intérieur de ces commissions. Je sais qu'ils ont tous travaillé sans relâche et en bonne intelligence avec les commissions de l'Union africaine et de l'Union européenne pour réussir ce grand événement. Je félicite également les éléments de la police, Monsieur le ministre de la Sécurité, de la gendarmerie et des forces armées de Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, pour la parfaite sécurisation de ce grand sommet. Ceci n'était pas chose facile. Je félicite enfin tous nos compatriotes, chers Ivoiriennes, chers Ivoiriens, pour votre disponibilité, pour l'accueil, pour votre hospitalité et aussi votre compréhension, car organiser un tel événement, bien sûr, peut causer quelques désagréments. Mais vous avez été à la hauteur et je voudrais vous dire un grand merci et toutes mes félicitations à chaque Ivoirien, à chaque Ivoirienne et à toutes les populations vivant sur notre territoire national. Et le peuple ivoirien a été conforme à sa tradition d'hospitalité. Et vous avez contribué largement à cette occasion, à ce grand événement. Je dois vous dire que je suis particulièrement fier de mon pays, de mes compatriotes, bien sûr du gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et au niveau de la présidence, je voudrais saluer à nouveau le dévouement et la présence du vice-président à l'accueil avec moi ou sans moi de tous les chefs d'État et de gouvernement. Et je voudrais souligner que c'est la première fois qu'au niveau de l'Afrique subsaharienne, qu'un pays organise ce sommet. Donc nous pouvons être fiers de la parfaite organisation. Et je vous dis que moi, je ne suis pas surpris parce que la Côte d'Ivoire est de retour. Bravo à vous, chers compatriotes. Une nouvelle salve d'applaudissements a salué cette adresse du président de la République. Et au cours de ce conseil, d'importantes décisions ont été prises dans le domaine de l'importation de véhicules d'occasion. Autre décision, c'est le départ volontaire à la retraite de près de 1000 militaires. La synthèse de ce conseil avec Viviane Aimé. Face au grand nombre de véhicules vieillots à usage de taxi-compteurs, de woro-woro, de baka ou de cars de voyage, le Conseil des ministres, réuni ce mercredi 6 décembre sous la présidence du chef de l'État, a pris deux grandes décisions concernant tout d'abord l'âge limite pour les véhicules d'occasion importés à usage de transport public. L'âge limite des véhicules automobiles d'occasion importés affectés au transport public de personnes ou de marchandises est fixé comme suit. 5 ans pour les taxis, 7 ans pour les minicars de 9 à 34 places, 7 ans pour les camionnettes jusqu'à 5 tonnes, 10 ans pour les cars de plus de 34 places, 10 ans pour les camions de 5 à 10 tonnes, 10 ans pour les camions de plus de 10 tonnes, et l'âge limite des véhicules de tourisme d'occasion importés est fixé à 5 ans, à compter de la date de leur première mise en circulation à l'étranger. Ce dispositif, vous l'aurez compris, vise à réduire significativement le nombre croissant d'accidents de la route en Côte d'Ivoire, vise également à réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc à limiter la pollution qui induit des problèmes de santé pour nos populations. L'autre décision concerne la durée d'exploitation des véhicules à usage de transport public.
La nouvelle armée ivoirienne, souhaitée par le gouvernement, se dessine tout doucement, une armée rajeunie. Ainsi, pour la première fois, près d'1 millier de militaires sont sur les rangs pour un départ volontaire des armées. Le Conseil des ministres a validé leur décision de départ. Au 31 octobre 2017, date limite fixée pour le dépôt des candidatures, 991 demandes sur 1067 avaient obtenu un avis favorable de la commission d'examen des demandes de départ. Il s'agit de 3 officiers, de 634 sous-officiers et de 354 militaires du rang. Les militaires concernés seront mis à la retraite, donc par anticipation, à compter du 31 décembre 2017. Avant cette date, ces militaires recevront leur pécule de départ. Ils seront ensuite rayés des effectifs des forces armées de Côte d'Ivoire et seront admis à faire valoir leurs droits à pension de retraite à compter du 1er janvier 2018. Une cérémonie officielle sera organisée le 20 décembre 2017 à l'état-major général des armées à cet effet. Par ailleurs, le Conseil a donné son accord pour la participation d'un bataillon ivoirien aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Le prochain Conseil des ministres se réunira le jeudi 14 décembre prochain. Et Justine Seydjike revient sur ces 2 décrets pour le renouvellement du parc automobile ivoirien. Le ministre des Transports était face à la presse pour expliquer le bien-fondé de cette décision. Regardez. Limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés pour les particuliers et ceux affectés au transport en commun, 5 ans. Pour les minicars de 9 à 34 places, 7 ans. Les cars de plus de 34 places et les camions de transport de marchandises, 10 ans. La durée d'exploitation de ces véhicules va de 7 à 15 ans selon leur gabarit. Les véhicules déjà en circulation seront exploités durant 10 ans. À compter de cette année, passé ce délai, ils sortent de la circulation. Ceux déjà commandés sont autorisés à être livrés durant les 3 mois à venir, c'est-à-dire jusqu'au mois de mars 2018. Et le gouvernement ivoirien envisage la mise en place d'une prime à la casse pour compenser la perte des véhicules d'occasion inexploitables. Selon le ministre des Transports, ces décisions et mesures visent à rajeunir le parc automobile ivoirien vieillissant, à préserver la santé des Ivoiriens et l'environnement et enfin à assurer la sécurité routière. Plus de 75% du parc automobile de la Côte d'Ivoire a un âge qui varie entre 16 et 20 ans. La volonté donc, du président de la République et du gouvernement, c'est de faire en sorte que nos compatriotes, quelle que soit la classe sociale, puissent se déplacer dans de meilleures conditions, évidemment à moindre coût, que nous puissions également, en termes d'image, faire en sorte que le transport dans notre pays ait une image beaucoup plus reluisante. C'est une nécessité pour des questions environnementales, c'est une nécessité pour des questions économiques, c'est aussi une nécessité pour des questions de sécurité. Ces décisions ont été arrêtées après plusieurs concertations avec les acteurs du secteur du transport routier en Côte d'Ivoire. L'autre annonce en Conseil des ministres hier concerne le Zaouli qui fait son entrée dans le patrimoine mondial. Le Zaouli est un masque du peuple Gouro dans la région de la Maraoué, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Focus avec Isaïo. Un autre laurier sur le plan culturel pour la Côte d'Ivoire à l'UNESCO. Le Zaouli, masque du peuple Gouro dans la région de la Maraoué, est désigné patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Après donc l'inscription en 2012 de l'avis d'historique de Grand Bassam sur le patrimoine matériel, après l'inscription en 2013 du Djegele de Balafon Sénifo sur la liste du patrimoine immatériel, en 2017, c'est le Zaouli qui vient d'être inscrit. Nous sommes donc un pays de beauté, un pays de richesse, et notre devoir, c'est de faire voir toutes ces beautés
Cette désignation du Zaouli, patrimoine mondial immatériel, consacre la richesse de la diversité culturelle de la Côte d'Ivoire. C'est grâce au président Houphouët-Boigny que cette danse a été découverte par la majorité des Ivoiriens, car il manifestait son intérêt pour cette danse, qui n'était pas que danse, mais qui est aussi porteuse de valeurs à travers cette figure féminine, traduisant la féminité, la beauté, mais également l'amour. Créée dans les années 1950, la danse populaire de Zaouli est inspirée de Djé Lalou, Zaouli, un masque du village des Rabi Seifla, qui signifie Zaouli, fille de Djela. Autre actualité, ce 7 décembre, c'est la date anniversaire du décès de Félix Houphouët-Boigny. Il faut dire qu'il y a 24 ans que la Côte d'Ivoire perdait son père fondateur. Félix Houphouët-Boigny a vécu 88 ans, essentiellement consacrés à la Côte d'Ivoire. Gabriel Zani rappelle. Né au moment de la conquête française en 1905, Diaoufoué, Félix Houphouët-Boigny domine de sa stature l'histoire de la Côte d'Ivoire du XXe siècle. Comme médecin à partir de 1925, il se signale par sa dénonciation des abus faits aux planteurs africains par la France. Félix Houphouët-Boigny fonde en 1944 le syndicat agricole africain. En 1945, il devient le seul député ivoirien à l'Assemblée constituante française. C'est alors qu'il prend le nom de Boigny, le bélier. Dans son action politique, Félix Houphouët-Boigny fonde en 1946 le PDCI-RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain. Il devient dès lors l'interlocuteur incontournable de la France en Côte d'Ivoire. Il est de tous les gouvernements français de 1956 à 1959. Formé à l'action syndicale puis politique dans la coopération avec la France, il est de 1960 à 1993 le premier président de la Côte d'Ivoire. Il s'efforce de faire de ce pays un État-nation unitaire par la modernisation économique et sociale. Misant donc sur cette modernisation, il préside au miracle ivoirien. Par sa diplomatie panafricaine, il se taille une image de sage de l'Afrique qui fait écho à celle du vieux. À l'orée des années 80, avec la baisse des prix des produits d'exportation, le café, le cacao, le bois et le creusement de la dette extérieure, le miracle ivoirien en prend un coup. L'aspiration au pluralisme politique en profite pour s'exprimer. 7 décembre 1993, décès de Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire. Un homme de conviction, de vision, c'est le souvenir qu'évoque son nom chez bon nombre d'Ivoiriens. Ce 7 décembre aussi, une journée est dédiée aux personnes handicapées. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis l'accent sur l'insertion socio-professionnelle de cette frange de la population. Depuis plusieurs années, ce sont plus de 1000 personnes en situation de handicap qui ont été insérées. Frédéric Oulaye et Patricia Oumou Etia pour plus de détails. En Côte d'Ivoire, plus de 2% de la population est en situation de handicap, selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat de 2014. La 25e célébration de la Journée des personnes handicapées est une occasion pour le gouvernement d'exprimer sa solidarité à cette frange de la population. Le gouvernement a retenu pour cette année 2017 d'instaurer un cadre juridique favorable à l'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap, le recrutement à titre dérogatoire de 158 personnes en situation de handicap à la fonction publique. Dans sa politique de prise en charge de ces personnes en situation de vulnérabilité, l'État ivoirien décline ses priorités dans divers domaines. En matière d'éducation et de formation, la mise en œuvre du projet de l'école intégratrice qui va offrir aux enfants en situation de handicap la possibilité de fréquenter les mêmes écoles que les autres enfants. En matière de coordination des actions de l'État, l'adoption de la stratégie de promotion et de protection des droits des personnes handicapées pour réduire les inégalités. D'ici 2030, 17 objectifs seront inscrits dans le programme de développement durable de l'ONU. Il s'agit également de résorber toute forme d'inégalité et combattre l'exclusion dans la société.
L'actualité dans le domaine de la santé, c'est la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique qui se poursuit à l'hôtel Ivoire Sofitel avec des panels. Ce soir, la rédaction vous propose un focus sur cet homme, ce scientifique sénégalais qui a découvert le VIH2 il y a 32 ans. Mais avant, pour coller à cette actualité, notre correspondante Aman F. Boué fait le point de la lutte dans la région du Tonkpi. À Mans, dans la région du Tonkpi, la lutte est engagée. Le comité régional de lutte contre le sida est au front. Une semaine d'intenses activités, sensibilisation tous azimuts au dépistage, des projections de films, des conférences suivies de débats dans les établissements secondaires et supérieurs et en prime, une cérémonie solennelle. Le collectif des organisations de lutte contre le VIH-Sida et le comité régional font le point de la situation. Au niveau de la région du Tonkpi, en 2016, la prévalence estimée était de 3%. Évidemment, nous constatons une baisse par rapport aux années antérieures, quoique cette prévalence soit légèrement supérieure à la moyenne nationale. Dans cette région, nous dénombrons 6686 personnes qui sont sous traitement ARV. Toujours dans cette même région, il faut noter que de janvier à septembre 2017, soit 9 mois après, nous avons dépisté 2080 personnes, dont 441 femmes enceintes et 6 enfants. Même si une tendance à la baisse de la prévalence du VIH est observée ces dernières années au niveau national que local, il faut redoubler d'efforts et de vigilance. Les acteurs de la lutte invitent toutes les populations qui ignorent encore les statuts à faire le dépistage, car le traitement antirétroviral existe pour tous. Et sur place toujours à Mans, cet événement culturel organisé par le conseil régional, le festival du Tonkpi d'aller en dents, mais en français entendez la joie, la réjouissance, le vivre ensemble prôné par le chef de l'État. La première édition de ce festival est lancée depuis 11 heures à Mans. C'est toute une ambiance dans la ville. Nous y reviendrons largement dans nos prochaines éditions. Dans le domaine de l'agriculture, en un quart de siècle, la production d'huile de palme a plus que doublé au détriment des forêts tropicales avec les problèmes liés au changement climatique. Aujourd'hui, les acteurs de la filière font face aux défis environnementaux, nous dit Lanciné Bakayoko. Sardines en boîte, mayonnaise, sauce tomate, céréales, chocolat, glace, bref, la quantité de produits intégrant l'huile de palme est impressionnante. Des performances qui ne sont pas sans conséquences sur les écosystèmes. C'est ce qui justifie la mise sur pied d'une plateforme nationale sur l'huile de palme durable. Notre pays compte développer une filière de palmiers à huile durable à l'horizon 2020 qui encourage le développement d'une huile de palme durable, la sécurisation foncière. Il s'agit de protéger la biodiversité, notamment par une utilisation réduite des produits chimiques, d'assurer le respect des droits territoriaux des populations locales, mais également de garantir la pérennité de l'huile de palme. C'est pourquoi le ministère de l'Agriculture a toujours fait partie de la délégation ivoirienne qui prend part aux conférences des parties sur le changement climatique, dont la dernière, la COP23, s'est tenue récemment à Berlin, en Allemagne. En 2016, la production ivoirienne de régime de palme s'est établie à 1,75 million de tonnes. L'activité génère 200 000 emplois et contribue à 3% du produit intérieur brut. À l'étranger, le président français Emmanuel Macron est au Qatar depuis ce matin pour une courte visite au cours de laquelle il doit évoquer la lutte contre le terrorisme, la crise au Moyen-Orient et dans le Golfe. Emmanuel Macron qui désapprouve la décision de Trump et le dira à l'ONU. Les condamnations internationales se multiplient alors que le président américain a reconnu hier soir Jérusalem comme capitale d'Israël. Les dirigeants et institutions du monde entier se sont exprimés pour ou contre cette décision. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir demain, vendredi. Et voilà, c'est la fin de ce 13h, supervisé par Hervé Blé. Merci de votre fidélité.